font le Var. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ceux qui font le Var avec aujourd'hui une personnalité exceptionnelle en la personne de Arnaud Huet. Arnaud, bonjour. Bonjour Laurent. Ravi de t'avoir avec nous. Lors des discussions de préparation de ce podcast, j'ai été bluffé par la richesse de l'expérience professionnelle que tu as. Et je me suis dit avec impatience, profitons-en pour pouvoir partager ce retour d'expérience au plus grand nombre. Arnaud, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Donc je m'appelle Arnaud Huet, j'ai 57 ans. Je vis à Draguignan dans le Var depuis 2019 avec ma femme et mes 2 enfants. J'en ai 4 en tout, 2 sont déjà quittés le foyer et les 2 derniers, 2 adolescentes, 16 ans et 13 ans, qui m'accompagnent et qui sont très importants dans ma vie. Pourquoi le Var ? Tout simplement parce que ma femme, sa famille habite Saint-Raphaël depuis très longtemps. Donc je visite le Var, une région dont je suis tombé amoureux il y a quasiment 18 ans de ça. À la première venue dans le Var, je suis tombé amoureux de cette région et avec une volonté énorme de me dire un jour je viendrai dans le Var, chose qui s'est produite sur une opportunité en 2019. Dans ton parcours professionnel, j'ai découvert que tu avais passé à peu près 17-18 ans dans des grands groupes. À quel moment on a ce déclic de se dire « est-ce que c'est encore fait pour moi ?» C'est une bonne question. Effectivement, j'ai enchaîné très tôt. Après mes études, j'ai enchaîné directement sur une opportunité qui m'a amené en fait à rentrer dans l'industrie pharmaceutique. J'ai eu beaucoup de chance car j'ai connu rapidement des gros groupes comme GlaxoSmithKline, qui à l'époque s'appelait Wellcome, laboratoire Wellcome. Et j'ai une chance énorme, c'est que j'ai eu à ma charge des molécules, des prix Nobel, des très grandes molécules à présenter. Donc j'ai pu lancer le Zovirax, la cyclovir pour l'herpès, le Zyloric pour la goutte, la lopurinol. J'ai eu l'occasion de lancer la ZT pour le sida, donc au tout début des éléments. Donc c'était une aventure passionnante qui m'a amené à comprendre comment fonctionnait un grand groupe. Je dirais un confort, une sécurité de vie pendant près de 20 ans, 10 ans commercial, 20 ans manager. Ensuite, j'ai basculé sur un grand groupe américain, Johnson & Johnson, avec une spécialité dans le diabète. Et ce qui m'a apporté, en fait, je suis sorti de la molécule pour aller dans le matériel. Là, on est dans le matériel diagnostique sur la partie diabète et passionnant. Voilà, quelque chose de passionnant où j'étendais mon client à la pharmacie, à la vente directe et pas simplement sur l'information médicale, sur ce qu'on appelle la visite médicale. Quand on travaille dans l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'on y est par philosophie, par valeur, parce qu'on se dit quelque part on sauve des vies ? Oui, un petit peu, c'est l'humain qui nous amène en fait à le faire. Derrière ça, ce serait très prétentieux de dire qu'on sauve des vies, mais en tout cas on contribue au bien-être et à la santé des gens. Donc je pense que c'est quelque chose à la base qui est essentiel pour faire ce type de métier, pour accompagner, pour développer. Je pense que l'humain est le fil rouge et après déjà la préparation de ce podcast, on se rend compte qu'il y a un vrai fil rouge dans mon parcours où l'humain et la relation est toujours au cœur de mes activités. Pourquoi tu as quitté du coup à la fois cet élément de valeur humaine et cette sécurité professionnelle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On va appeler ça un accident de parcours puisque à 46 ans, j'ai été licencié après un bon travail au sein des laboratoires. C'est un moment qui est important et qui est douloureux à la fois. Parce qu'on ne le choisit pas forcément, on le subit. Et je dirais qu'on n'en sort pas indemne. Même si on fait la différence entre gagner et avoir raison, j'avais parfaitement raison. Voilà, les prud'hommes m'ont donné raison, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là. Mais on a l'impression derrière de vivre un peu à côté de sa vie. De se dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus aujourd'hui en France dès qu'on approche la cinquantaine. Et donc il a fallu au démarrage se dire, au début, on n'est pas très bien et on se dit pourquoi moi ? Pourquoi vivre ces éléments-là ? Et petit à petit, on se dit pourquoi pas ? Et on lance autre chose et ce qui m'a permis d'aller dans une passion qui m'a toujours tenu, qui était la gastronomie. Et une des manières d'aborder la gastronomie et de vivre ma passion, c'était de rentrer dans le vin. Et encore une fois, l'humain est remis au premier plan avec une rencontre extraordinaire avec Jean-Sébastien Capdevielle, qui est vigneron à Château-l'Évêché, sur une très belle histoire. Et un pari fou de dire, mais on n'est pas connu, il faisait un vin réellement exceptionnel. Et quand on a un produit exceptionnel, on n'a pas le droit de passer à côté. Et donc je me suis mis en tête de lui dire, on va faire un pari fou. On va faire connaître ce vin à Paris,
puisqu'il y avait une masse importante de restaurants, avec en plus une difficulté majeure, on était en plein Bordeaux bashing, on est sur un Saint-Émilion, un Bordeaux, donc encore plus compliqué, avec un pari fou de se dire, on va se déplacer, on va à la rencontre des gens directement. Et quelque part, le pari est fou parce que le domaine n'avait pas les moyens d'embaucher un directeur commercial. Et je lui ai dit, je vais profiter de ma transition pour aller directement et créer ma clientèle et démarrer de zéro. Donc on a réellement démarré de zéro pour aller au contact des restaurants, au contact des sommeliers, pousser les portes des gens, les rencontrer et avec une démarche extrêmement simple, c'est-à-dire goûter mon vin. Et quelque part, on tranchait énormément avec l'attitude parfois des Bordelais. Et donc les gens étaient très surpris de me dire mais que faites-vous ici ? Je viens vous faire goûter mon vin, je viens vous faire découvrir mon domaine. Et c'était un produit exceptionnel. Ça nous a permis un pari fou, mais réussi au bout de 5 ans, de poser 1 million d'euros sur la table et d'avoir une carte énorme de clients, de gens de grands établissements et d'avoir à peu près 150 établissements étoilés que je voyais régulièrement avec une relation très forte. Et j'avais j'avais 2 particularités. La première, c'était souvent de filmer mes rencontres avec les sommeliers pour le partager avec mon vigneron. Parce que je considérais que c'était peut-être les meilleures personnes pour donner leurs sentiments. Et le vin, c'est beaucoup d'émotions. Et donc pour partager l'émotion, je rentrais tous les week-ends, je partais toutes les semaines à Paris. Et en rentrant le week-end, les vignerons me demandaient comment ça s'était passé. Mais au-delà des ventes, c'était surtout qu'est-ce que les gens ont aimé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur mon vin. Et donc je partageais ça avec lui, donc je faisais des interviews avec mes sommeliers et que je partageais avec le vigneron qui parfois était extrêmement ému du ressenti là-dessus. Et la deuxième chose, c'était ma particularité d'un épisode, d'une anecdote assez originale où en fait j'allais voir des grandes tables, des grands restaurants. Mais tu peux imaginer que travailler sur Paris à pied, en métro, en transportant mes vins, été comme hiver, c'était parfois compliqué de le garder à bonne température et d'avoir des dégustations parce que le vin c'est vivant. Quand on le déplace, on le chahute et qu'on le confronte à des variations de température importantes, on le vit cet été par exemple, c'est compliqué. Et j'avais inventé une malle de transport en fait qui me permettait de conserver le vin à bonne température. Et les sommeliers ont retenu ça de ma part. Au-delà de l'aspect transport, c'était on aime te rencontrer parce que tu nous respectes. Et tu respectes ton vin parce que tu le fais déguster dans des bonnes conditions. Donc je pense que ça a contribué également à créer un personnage, à créer quelque chose. Et je retiens souvent une phrase de Steve Jobs qui disait « Tu fais une vente, tu gagnes une vente. La personne recommande, tu gagnes de la confiance. Et la personne, au final, en parle à d'autres, tu crées une marque. » Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu es dans un grand groupe avec un confort et puis on te dit « Tu arrives à la cinquantaine, tu es trop vieux, tu coûtes trop cher, merci, au revoir, bye bye. » Tu as cette étape où tu dois digérer cette façon de te regarder vis-à-vis de l'extérieur, avec aussi peut-être ce questionnement sur qu'est-ce que je vaux, comment je vais rebondir. J'entends aussi que du coup tu as choisi un métier passion pour pouvoir aller là où tu avais vraiment une possibilité d'exprimer ton savoir-faire et ton expertise, avec cette envie de choisir quand même quelque chose de sécurisé puisque tu as créé ton poste. Si tu devais aujourd'hui donner conseil à des gens qui sont dans cette position de tu as 50 ans, tu coûtes trop cher, va-t'en. Comment tu les accompagnerais à intellectuellement se challenger pour dépasser ce moment de stress, de charge mentale, vers quelque chose qui rebondit sur « mais je peux faire ça et rien n'est impossible ». Absolument. C'est une bonne phrase. En fait, le déclic, tu l'as compris, c'est pas forcément l'envie de réussir, c'est le refus d'abandonner. C'est de refuser de se dire pourquoi pas faire les choses. Et donc, le vin m'a amené une expérience fantastique qui a été en dynamique, en fait, changée à cause du confinement. Le confinement m'a fait percevoir l'importance d'une famille, d'une femme, des enfants, parce que j'étais passé plus ou moins à côté. Parce que tu l'entends, c'est quasiment 30 ans de départ à la maison. C'est facile de vivre que le week-end à la maison, lorsqu'on est toute la semaine au travail. Et le confinement m'a obligé en fait à découvrir, et ça a été fantastique, avec simplement au final l'impossibilité de repartir. De se dire il faut que je change de vie, il faut que je trouve autre chose tout en gardant ma passion. Et donc l'humain étant le fil rouge et la relation, d'un côté tu l'as compris, on sauvait des vies, de l'autre on faisait plaisir, mais l'humain était toujours au cœur de mes choses qui
qui me parlait en tout cas et qui avait du sens pour moi. Et au final, j'ai entamé une formation en bilan de compétences. Ayant été longtemps du côté du manager, je voulais aussi être du côté du salarié. Et le bilan de compétences m'offrait cette plateforme de compréhension, toujours de l'humain, mais un peu des deux côtés de la chose. Et puis très vite, j'ai compris que ce n'était pas forcément quelque chose qui me motivait. Parce que ça manquait d'action, ça manquait de mouvement. Et mon fort intérieur était plutôt d'être dans toujours une dynamique, de rester dynamique. J'ai beaucoup apprécié les échanges que j'ai eus, des rencontres fantastiques avec des salariés. Et en fait, une opportunité, ça a été offerte à moi d'un contact d'un CSE externalisé, donc un comité entreprise externalisé, qui m'a contacté, qui m'a dit « Est-ce que vous ne seriez pas tenté par l'aventure entrepreneuriale ?» Et effectivement, à près de 55 ans, je me lance dans l'entreprise. Et donc depuis 2 ans, j'ai créé l'agence varoise A&D Concept, donc un CSE externalisé. Pour faire bref, je ne suis pas un comité entreprise d'une entreprise. Je suis le comité entreprise de toutes les petites entreprises et PME, puisque la loi en France oblige les entreprises de plus de 50 salariés à se doter d'un comité entreprise. Mais il n'y a rien de prévu pour les gens qui sont en TPE ou en PME. Donc mon travail aujourd'hui consiste à faire bénéficier des mêmes avantages pour les salariés des TPE et des PME que s'ils appartenaient à un grand groupe. Si tu devais évaluer le nombre d'entreprises et le nombre de salariés dans le Var à qui tu fais bénéficier l'avantage d'un CSE, tu as une idée de la volumétrie ? C'est énorme. 90% du maillage territorial entrepreneurial est composé de TPE. Très peu de PME, très peu de grandes entreprises. Donc la grande majorité, ce sont les très petites entreprises. Et je ne sais pas si tu le sais, mais l'avantage d'un comité d'entreprise, c'est de permettre justement à la très petite entreprise d'améliorer sa marque employeur, son attractivité. Et donc la somme des petits est importante. Et permettre à une TPE de bénéficier des mêmes avantages que s'il était dans un grand groupe, c'est améliorer son image, sa référence, faciliter des recrutements, puisqu'on propose plus des avantages. Ça permet de récompenser les salariés qui sont en place déjà dans l'entreprise. Et puis ça permet aussi de les fidéliser. Je sais qu'aujourd'hui, un gros sujet arrive sur la table des dirigeants d'entreprise, c'est la fin de l'avantage Macron. Et c'est là où pour moi, un CSE a vraiment du sens. Est-ce que tu peux nous en parler de cette problématique qui arrive ? Absolument. Alors effectivement, la prime Macron, c'est quelque chose qui était bâti pendant le confinement pour soutenir le pouvoir d'achat des salariés, avec quelque chose de très équilibré, puisque exonération complète de charges pour l'entreprise, et pas d'impôt sur le revenu pour le salarié. Donc c'était plutôt un calcul absolument avantageux pour le chef d'entreprise et le salarié. Cette prime Macron, forcément, hors confinement aujourd'hui, elle n'a plus de raison d'être. Mais malgré tout, les salariés ont ce pouvoir d'achat supplémentaire. Et donc sur un problème de loi qui risque de disparaître, le CSE est un très bon remplacement de ça. On peut mettre en place des systèmes qui permettent de maintenir l'exonération pour l'entreprise, donc de rendre les choses possibles, et à la fois pour le salarié de maintenir l'absence d'impôt pour ne pas entamer son pouvoir d'achat en fait. Donc c'est possible. On parlait justement en préparant le dossier que aujourd'hui, peut-être depuis 3-4 ans, il y a des salariés qui ont des primes Macron à hauteur de 2 500 € peut-être. Et la fin de cette prime Macron fait que les gens vont se retrouver avec un pouvoir d'achat qui va être amputé de 2 500 €. Dans quelle mesure le CSE, de manière très pragmatique, répond à cette perte de salaire ? Alors en fait, tu l'as compris, on peut bâtir donc le CSE externalisé qu'on va bâtir sur l'entreprise. Donc il va se doter de son propre comité d'établissement qui va permettre 2 choses. La première, c'est d'apporter de la remise immédiate pour le salarié. Donc une plateforme regroupée de pouvoir d'achat. Celle dont je m'occupe a plus d'1 million d'offres, donc on couvre toutes les offres, aussi bien de loisirs, on pense facilement loisirs, vacances, mais aussi démarches du quotidien, les courses du quotidien. Avec une différence, c'est qu'on travaille localement. Donc j'ai la capacité de créer des partenariats n'importe où. Le meilleur exemple qu'on puisse prendre, c'est ici, où nous sommes à Plage 99, ici à Saint-Maxime, qui est devenu partenaire immédiat et qui propose par exemple un cocktail de bienvenue offert pour toute personne qui fait partie du CSE. Après, en termes techniques, l'URSSAF met à disposition des avantages pour l'entreprise, qui sont au nombre de 5, qu'on connaît tous, enfin la plupart des gens, les chèques vacances, les chèques cadeaux, les titres restaurants, les CESU préfinancés, donc tout ce qui va être service à la personne, et également des cagnottes d'activités sociales et culturelles qui ont un plafond jusqu'à 2 591 € et qui permet effectivement d'accompagner les loisirs, les activités sportives et culturelles du salarié toute l'année.
Ce que j'aime dans tout ce que tu nous partages jusqu'à maintenant, c'est que tu nous expliques que le plus important, c'est l'individu. Qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit salarié, on est toujours dans une envie d'accompagner l'autre à s'épanouir et rester sur ce projet commun qu'est l'entreprise. Si je devais te demander de nous donner les conseils pour pouvoir, en tant que dirigeant d'entreprise, être alerte sur des opportunités, des rencontres, quels seraient tes conseils? Pour des gens qui souhaitent se lancer, j'avais 3 conseils essentiels qui me semblent importants. Ne pas attendre le bon moment, parce qu'il n'y a pas de bon moment en fait. Il vaut mieux refuser de regretter que vouloir réussir, c'est une bonne chose. Et je dirais qu'il n'y a pas de bon moment. Donc il faut se lancer quand on le sent, quand on a envie. La deuxième chose, c'est mettre au cœur la relation. Une idée, c'est important, c'est essentiel. Une technique, ça s'acquiert. Une relation, ça se bâtit dans la confiance. Donc la relation humaine est pour moi essentielle pour bâtir. Et dans le Var, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on n'est pas seul, c'est qu'on est accompagné. Il y a de multiples clubs business, des rencontres se font entre entrepreneurs. Donc on dit souvent l'entrepreneur est seul. Oui, pour une partie de son métier, il est seul, seul à la décision, seul quand il est confronté à ses problématiques, mais il n'est pas seul dans l'échange. Et la relation et l'humain est essentiel en fait là-dessus. Donc on me dit souvent, tu fais beaucoup de métiers, beaucoup d'activités. Et en fait, on se rend compte que mes différents métiers sont toujours tournés sur un cœur central qui est l'humain et la relation. Oui, je fais des CSE externalisés pour accompagner le salarié et accompagner le chef d'entreprise pour que tout se passe bien et qu'il améliore son attractivité et le pouvoir d'achat. Oui, j'accompagne également les dirigeants dans un cadre de coaching, de management, où je l'accompagne, je l'écoute et je mets à profit mon expérience de 20 ans de management. Donc mes activités en fait sont juste des reflets de mon moteur premier qui est l'humain et la relation. On est ensemble dans plusieurs groupes, dont le haut potentiel entrepreneurial. C'est là où on se rend compte qu'en fonction du vécu de chacun, chaque dirigeant est à un stade différent de cette prise de conscience de je construis du business, j'ai une position de leader, j'ai aussi une position de marque employeur, etc. Qu'est-ce que tu peux partager comme bon conseil aux gens qui commencent à se lancer? Alors, on a la chance chez HPE, donc Haut Potentiel Entrepreneurial, c'est d'avoir créé un des premiers clubs qui accompagne le dirigeant également en matière de CSE. Donc ma pierre, je l'apporte avec ces clubs business où je crée le comité d'entreprise du club business qui permet lui-même de créer des comités d'entreprise, des entrepreneurs qui intègrent le club. Donc on va dupliquer la chose et permettre aux chefs d'entreprise à la fois de profiter du pouvoir d'achat pour eux, à titre personnel, mais aussi de pouvoir le dupliquer à leurs salariés. Avec un tarif, évidemment, que nous avons négocié avec HPE. Donc ça permet de dupliquer les choses et de faire comprendre que l'environnement communautaire est essentiel. Donc le meilleur conseil, c'est effectivement de rejoindre un club business pour ne pas être seul. Parce que c'est important quand on est entrepreneur de pouvoir échanger, parfois sur ses problèmes internes, parfois sur ses problèmes de trésorerie, sur ses problèmes de prospection. Et je dirais qu'on rencontre tellement de corps de métiers différents qui sont à la fois parfois des ressources eux-mêmes, de business eux-mêmes, mais c'est aussi simplement pour échanger. Et chez HPE, on a énormément de plaisir à échanger avec un avocat, un notaire, un expert comptable, un spécialiste des réseaux et d'autres personnes qui vont faire des métiers du BTP, que ce soit dans le BTP, des piscinistes, des charpentiers, des assureurs, autant de métiers. Et cette diversité crée une richesse réelle d'échange. Il y a l'échange entre nous business, de présentation, et il y a l'échange après qui est plus intime, plus seul à seul, et qui permet d'aborder des problèmes où je permets de dire non, vous n'êtes pas seul. Allez à la rencontre des gens, la relation c'est essentiel et la confiance elle se bâtit dans le temps. On entend beaucoup et c'est vrai qu'on voit beaucoup de chefs d'entreprise qui s'investissent énormément dans l'entreprise, ne s'accordent pas de week-end, s'interdisent de voir leurs amis. On est même sur certains coachs de renom qui disent si vous bossez, focalisez-vous, investissez-vous, le reste n'a pas d'importance, le reste n'existe pas. Moi, ce que j'entends dans ce que tu nous partages, c'est que tu as pris conscience que tu avais pratiquement 2 ans d'absence pour voir tes enfants grandir. Est-ce que toi, tu es sur cette même approche de dire aux dirigeants, non, vous investissez tout votre temps, etc. La famille, ça viendra après, les amis, ça viendra après. Faites de l'argent, faites du business, après posez-vous les bonnes questions. Ou est-ce que tu es plutôt sur, non, il y a un précaré,
Et c'est ce précaré qui permet justement d'être heureux dans son travail et heureux dans sa vie professionnelle. Ouais. Alors en fait, s'il y a bien une égalité majeure entre tous les êtres humains, c'est bien le temps. Nous avons tous le même temps. 1 heure pour toi, Laurence, c'est 1 heure pour moi. Tout dépend comment on va l'occuper et comment on va s'organiser. Et le paradoxe majeur dans l'organisation du temps, qui est essentiel à mes yeux, c'est que plus on est organisé, plus on va pouvoir faire de choses et plus on va pouvoir vivre à fond chacune des choses qu'on a décidé de faire. Que ce soit pour regarder ses mails, pour visiter les réseaux, passer un temps à la piscine, aller faire du sport, passer un moment en intime avec sa femme, avec ses amis. Donc je dirais que tout peut se faire ensemble à condition de l'organiser, de le structurer. Et plus on est structuré, plus on est organisé, plus c'est facile. Donc le meilleur conseil que je dirais aux chefs d'entreprise, je ne leur donnerai pas de conseils sur la direction qu'ils doivent avoir. On dit souvent, quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille pas. En fait, il faut simplement trouver son propre équilibre en fonction de son expérience de vie, à quelle étape on est, et de choisir ses priorités. Et à la fois, on peut faire coexister toutes les priorités. Comme je dis souvent avec les enfants, l'important, ce n'est pas le temps qu'on passe avec eux, c'est l'intensité. Et il vaut mieux passer 10 minutes avec son enfant que passer 1 heure en regardant son téléphone ou en faisant autre chose. Donc si on décide en fait le temps qu'on va passer avec ses amis, parce que c'est important d'avoir un équilibre social, un temps en famille parce que c'est important d'avoir un équilibre familial, un temps avec son époux, son épouse pour avoir un temps simplement important avec sa moitié, et un temps au travail qu'on va déterminer. On arrive à équilibrer sa vie en fait, donc je ne donnerai pas forcément de conseils aux gens de dire comment il faut faire, puisque chacun est différent. Je dirais simplement d'être en adéquation avec ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime faire. Il est fréquent pour un chef d'entreprise d'avoir envie d'être avec sa famille, mais comme il est déjà dans la pensée de « mais qu'est-ce que je dois faire demain pour rentrer du cash, etc. en fait, il n'est pas présent sur le moment et c'est ça en fait que tu veux exprimer. Oui, les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs. Il ne suffit pas de le vouloir pour pouvoir le faire. Se libérer l'esprit et se libérer d'une charge mentale qui est importante, qui est parfois imposée par le travail ou par les clients, c'est parfois compliqué parce qu'on ne décide pas forcément de l'intensité du travail. Et je vois des entrepreneurs très équilibrés à un certain moment, et il y a un moment, je ne les vois plus. Et lorsqu'on les retrouve, ils me disent « j'étais sous l'eau, j'étais débordé et je n'ai pas réussi à m'organiser ». Et je pense qu'il est important en ce cas-là d'avoir toujours un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui permet en toute neutralité de donner parfois du recul, simplement de pouvoir exposer son problème, de dire « voilà ma difficulté actuellement, voilà pourquoi j'ai le sentiment de ne plus avoir de temps ». Simplement parce que lorsqu'on est préoccupé, ça prend une place tellement importante dans la tête qu'on n'arrive pas à se libérer. Donc c'est bien sûr qu'on sait que c'est intéressant et qu'il faudrait passer plus de temps, mais si on n'a pas une charge mentale libérée pour se permettre de le faire, on ne vit pas pleinement le moment. Donc c'est important d'avoir un coach, d'avoir des gens à qui on échange. Ça peut être la voisine, ça peut être la boulangère, ça peut être n'importe qui, mais qui permet un moment de pouvoir parler. Autre sujet qui est important dans la vie du dirigeant, c'est quand on travaille en couple. Tu vis avec ton épouse, tu travailles avec ton épouse. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous dites « stop, on ne parle pas boulot » ? Alors au contraire, nous c'est plutôt des moments donnés où on se dit « là on parle boulot ». Donc nous avons nos temps. On a un petit peu des process qu'on a mis en place ensemble qui nous correspondaient bien, donc très tôt le matin. On profite souvent de la balade avec les chiens pour échanger, pour discuter. Même parfois la veille, on prépare les sujets qu'on va aborder le lendemain matin pour passer la nuit et pouvoir y réfléchir, pour enrichir notre réflexion. Et donc c'est notre moment à nous d'échange. C'est notre moment de coaching où on va discuter, échanger. Et parfois, il y a des moments où on a envie et on se décide de rester silencieux, simplement de profiter du moment, de cette balade qu'on va faire ensemble, mais d'être ensemble à ce moment-là. Par contre, on va essayer de s'interdire de parler travail lorsqu'on est avec nos enfants, lorsqu'on est à table avec nos enfants. C'est un moment qui est privilégié d'échange pour être ensemble, pas pour parler travail. On a nos moments pour parler travail, donc ça fait partie d'une organisation. Et si on a un sujet qu'on n'a pas terminé, on le reporte au lendemain. Ou si on a besoin de l'aborder, on va l'aborder sur un moment ensemble le soir pour pouvoir aborder le sujet parce qu'il y a une urgence. Tu as une richesse d'expérience en termes de management. Oui. Cette richesse, comment on l'acquiert et est-ce que tu aurais quelque chose à partager aux dirigeants d'entreprise qui sont peut-être un peu trop techniques
et un peu moins dans le management. Ouais, c'est dur d'être chef d'entreprise et d'être manager. Manager, on peut être très bon chef d'entreprise, mais pas forcément bon manager. Et encore, on peut distinguer le leader du manager. C'est compliqué de gérer l'humain parce que l'humain est très versatile et très paradoxal. Et donc, gérer l'humain, c'est là où quelque part le manager doit faire beaucoup d'expérience, des erreurs. Et c'est l'expérience qui va faire la différence. C'est pour ça qu'après 20 ans d'expérience, on n'a pas tout vu, mais en tout cas, on a une bonne expérience de la relation humaine, de l'observation, et on peut accompagner le manager à réfléchir, à prendre le recul nécessaire pour comprendre les situations, les analyser, prendre une décision. Je dirais l'important parfois, c'est pas forcément qu'elle soit bonne ou mauvaise cette décision, c'est de la prendre, c'est d'avancer tout le temps. Donc être un bon manager, c'est être un bon gestionnaire, c'est être un bon visionnaire. Après, il faut être accompagné. Je pense qu'il faut s'accompagner parce qu'on est seul à prendre des décisions. Les décisions impactent quand même sur d'autres personnes. Il faut en prendre conscience. Et donc le problème parfois des chefs d'entreprise que je croise, c'est qu'ils sont tellement la tête dans le guidon, tellement préoccupés par leurs soucis financiers. Tu as cité, tu as remarqué, je ne parle pas de finances. Là, je parle d'entreprise, d'être homogène, et je croise des entreprises qui sont très sereines, qui avancent sereinement sur un marché, qui surmontent tous les défis auxquels ils sont confrontés comme toutes les entreprises, avec des hauts, des bas. Mais lorsqu'ils sont en bas, il y a justement un tel tissu humain entre le chef d'entreprise et ses salariés, une confiance établie que les gens resserrent les rangs, se serrent les coudes. C'est difficile de demander des efforts à des gens qui déjà en font beaucoup. Lorsque le chef d'entreprise peut compter sur ses salariés, peut compter sur sa force vive en fait de son entreprise, il se sort de tous les défis. De ton expérience, est-ce qu'aujourd'hui tu considères que, le plus compliqué c'est de savoir s'entourer pour déléguer, et 2, il faut accepter de faire des erreurs en tant que dirigeant? Alors effectivement, il faut accepter de faire des erreurs. Ça c'est malheureux et effectivement on grandit par ces erreurs, mais encore faut-il avoir quelqu'un pour échanger sur cette erreur, ne pas être dans le déni, parce qu'on a des gens qui sont réellement dans une sorte de déni. Et là, c'est plus compliqué pour comprendre et prendre le recul nécessaire. Savoir échanger parfois sur ces sujets, parce que justement, le club business sert à ça. Le club de tout ce qui va être relations professionnelles sert à ça. Et pouvoir partager, parfois même verbaliser simplement la problématique à laquelle on est confronté, c'est aussi une manière de la résoudre. C'est aussi bien, ça peut paraître paradoxal, mais même si on va expliquer sa problématique à son enfant, sachant qu'il a 10 ans, qu'il n'a peut-être pas la matière à comprendre, c'est aussi une manière de le verbaliser la plus simplement possible et expliquer pourquoi on est stressé, pourquoi on est préoccupé, pourquoi on semble triste alors que ça n'a rien à voir. Et donc c'est parfois simple de pouvoir exposer le problème à différentes personnes sous différentes formes. L'arrivée de l'IA, comment tu le perçois par rapport à toutes les discussions que tu as pu avoir avec soit des salariés, soit des entrepreneurs? Ouais, c'est très important, tu as raison de l'aborder, parce que l'IA est aujourd'hui un élément essentiel, un élément très important de nos sociétés. Je pense que les gens aujourd'hui n'utilisent pas pleinement l'IA, en tout cas dans la manière dont ils font. Ils ont parfois une mauvaise manière de l'utiliser. Je dirais qu'il faut être vraiment expert dans le domaine où on va questionner l'IA pour s'enrichir. L'IA se trompe, l'IA invente. L'IA n'est pas une source, mais par contre, c'est une source remarquable d'automatisation des tâches qui n'ont pas de plus-value. Donc tout ce qui va être répétitif, tout ce qui va être simple à faire, mais l'IA peut s'en charger, peut être un gain de temps, mais derrière une IA, il y a toujours un être humain. Il faut penser que l'IA, c'est un outil. C'est l'humain qui maîtrise l'outil et pas l'inverse. On arrive forcément, en discutant sur l'IA, sur le principe du générationnel. Moi, je vois l'IA comme un moyen de conserver les plus de 50 ans en poste parce qu'ils ont cette maturité pour savoir si l'IA, elle hallucine ou pas. Est-ce que toi, tu es sur cette même perception de valeur? Absolument. Non, l'IA fait partie intégrante de mon travail. Je l'utilise très fréquemment. Je l'utilise à différents niveaux, à tout point de vue. Ça va être pour réfléchir, ça va être pour donner des idées, ça va être pour corriger des choses, tout ce qui va être automatisme. Donc il y a un problème générationnel effectivement. Je dirais que l'IA n'est pas réservé aux jeunes. Il est réservé à toutes les générations et l'important c'est comment on va l'utiliser, qu'est-ce qu'on va en faire. Je pense qu'à 50 ans, on a plus de maturité et d'expérience pour utiliser l'IA à bon escient
Parce que comme tu l'as dit, on a l'expertise et on a l'expérience pour pouvoir évaluer ce que va dire l'IA et pouvoir le mesurer, le modérer. Après, je pense qu'il y a autant de personnes qu'il va y avoir d'IA demain, adaptées à chacune des personnalités, à chacun des gens, à leur expérience. Donc l'IA est une aide, est un outil que j'intègre au quotidien, qui va gérer mes plannings, qui va gérer la plupart des tâches en fait qui ne sont pas forcément intéressantes, qui n'ont pas de plus-value. Tu peux aussi nous expliquer peut-être comment être plus à l'écoute ou plus dans l'encadrement de cette jeune génération? Ouais. Cette jeune génération, elle pose beaucoup de problèmes aux gens de ma génération, justement. Parce que dans ma génération, le travail était un épanouissement à part entière, était une raison d'être simplement, où on se bâtissait avec son travail qui était prioritaire. La génération actuelle fonctionne différemment. J'ai eu la chance d'enseigner en BTS, d'être confronté à cette jeune génération. Aujourd'hui, le travail est juste un moyen, un outil pour leur permettre un épanouissement dans leur vie sociale, leur vie familiale. Donc c'est un changement de priorité en fait. On a l'impression que les jeunes sont moins investis. Ils ne sont pas moins investis que les autres. C'est juste qu'ils ont besoin d'avoir du sens. Et quelque part, le travail est juste un moyen d'avoir et d'obtenir ce sens. Donc je pense que l'apport managérial, c'est beaucoup d'écoute, de compréhension et se mettre à la place de l'autre, comprendre ses enjeux et pouvoir ensuite l'accompagner en mettant à profit une situation gagnant-gagnant. Où quelque part, ce jeune va pouvoir gagner, l'entreprise va pouvoir gagner, trouver une sorte de contrat, quelque chose qui permette aux gens de les entendre, de les comprendre, de les écouter et de pouvoir trouver quelque chose qui permette à chacun d'avoir un équilibre. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot sens? Sens, je mettrais le mot épanouissement, le mot réalisation. Je mettrais du sens lorsqu'on va transcender une situation et trouver du sens. Je te prends pour exemple mon expérience là-dessus à Paris de vente de vin. Je rigole toujours en disant j'ai troqué la BMW et la cravate pour une carte Navigo et un sac à dos pour être dans le métro. Mais ça a été des moments les plus heureux en fait, les plus au contact parce que j'aimais ce contact humain. Quel que soit le contact que j'avais, que ce soit avec des grands sommeliers ou des gens que j'ai rencontrés dans le métro, des retraités, des SDF, des gens et Paris est particulier pour ça. Alors je suis né à Paris 14e, donc je retrouvais un peu les choses, mais j'ai jamais vécu à Paris réellement, donc je découvrais ce monde-là. J'étais assez effaré de voir tous les gens sur leur téléphone. Une absence complète de communication, d'échange entre les gens ne parlent plus entre eux. Et que personne ne rentre dans le métro en disant bonjour à tout le monde, ça n'existe pas. Si vous rentrez dans le métro et vous dites bonjour, tout le monde va se dire qu'est-ce qu'il va me vendre? Il va démarrer son spectacle. C'est un peu particulier. Mais en fait, ce moment qui était l'un des plus difficiles physiquement parlant, dans une situation d'une sorte de précarité constante, de se battre, de bâtir quelque chose, a été les moments les plus forts parce qu'il y avait du sens derrière. Il y avait un sens de bâtir un projet avec ce vigneron, il y avait un sens de changer complètement d'environnement de vie, de passer d'une vie de sécurité à une vie de défi. Donc ça avait du sens parce que ça me stimulait à ce moment-là dans ce que j'avais envie de faire. Donc je dirais, si on fait ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire, on le fait sans contrainte, on le fait avec une telle passion et une telle authenticité que ça se passe très bien. Tant que je prends du plaisir tous les jours, Oui. C'est pas du travail, c'est du plaisir. Exactement, en fait, c'est Alphonse Allais qui disait « Tant que vous prendrez plaisir, vous ne travaillerez jamais votre vie ». Donc trouvez un métier qui vous plaise et si ce métier n'existe pas, inventez-le. Aujourd'hui, je trouve mon équilibre dans différents métiers qui ont ce fil rouge de l'humain, de la relation. Mais que ce soit accompagner les salariés pour la mise en place de leur comité d'entreprise, accompagner les chefs d'entreprise au conseil pour leur faire choisir les meilleurs outils fiscaux, que ce soit pour accompagner un manager en coaching et le sortir et comprendre les situations à laquelle il est confronté, que ce soit également formateur en prise de parole pour accompagner les gens à exprimer leur talent, quand parfois ils ont une réelle expertise mais une difficulté à le faire connaître, à le faire comprendre. Et puis c'est aussi célébrer simplement et leur faire partager l'amour du champagne, parce que j'ai choisi que le champagne et le vin, parce que c'est quelque chose qui demande un peu de connaissance, mais qui est à la portée de tout le monde, parce qu'on a tous un palais, on a tous un nez. Le tout, c'est d'attirer les gens et de les rendre dans la bonne concentration pour savoir déguster. Il n'y a pas de talent réel. Il y a des nez, effectivement, mais tout le monde est à même de déguster un vin
Et parfois les gens sont frustrés par manque de vocabulaire. En fait, si on enrichit son vocabulaire dans la description des choses, et la langue française est exceptionnelle pour ça parce qu'elle est riche, elle permet de décrire exactement ce qu'on ressent. Et donc je suis convaincu qu'on ne croit pas ce qu'on voit, mais on voit vraiment ce qu'on croit. Aujourd'hui, comment tu conçois le digital dans une stratégie d'entreprise? Je considère qu'elle est indispensable parce que notre société actuelle fonctionne de ce moyen-là. C'est un moyen de communication. Si nous reculions 30, 40 ans en arrière, on ne se poserait pas la question de se dire est-ce qu'on fait un article sur un journal? Aujourd'hui, c'est évident que le digital est intégré dans nos vies et partout présent, que ce soit par les téléphones, par les tablettes. Donc le moyen technologique nous a permis d'accéder à cette information. Donc elle est incontournable effectivement. Quel que soit le service, l'entreprise, le produit, la partie digitale est essentielle. Après, je pense qu'il y a des gens qui sont compétents dans ce domaine-là. C'est une évolution. Pour moi, les métiers disparaissent jamais, ils évoluent simplement. Donc le marketing digital en fait partie. L'IA apporte d'autres nouveaux métiers sur la table. Mais effectivement, la partie digitale, pour quelle que soit l'entreprise, est incontournable aujourd'hui. Si on veut se développer en fonction des gens, de la cible qu'on a, je pense que la réflexion digitale est essentielle à toutes les entreprises. C'est un moyen que tu utilises ou que tu vas utiliser dans ton développement d'entreprise? Est-ce que c'est du LinkedIn? Est-ce que c'est du Meta, Facebook, Instagram? Est-ce que c'est du référencement naturel par rapport à un site internet? Comment tu as projeté tout ça? Eh bien, de par mes échanges avec des spécialistes, comme toi d'ailleurs, eh bien, ça nous permet d'identifier réellement le meilleur canal de communication qu'on va utiliser. On sait qu'on ne s'adresse pas souvent aux mêmes personnes entre LinkedIn et Facebook, par exemple. J'avais tendance à dire LinkedIn, c'est le bureau, Facebook, c'est le barbecue. Ce n'est pas les mêmes cibles. L'Instagram, c'est l'email, Pinterest, TikTok. Il y a énormément de réseaux sociaux. Aujourd'hui, de par mes activités professionnelles, LinkedIn semble être le meilleur réseau me concernant. En tout cas, pour un développement que je prévois, que j'anticipe, que je prépare. Arnaud, merci beaucoup de ce moment passé avec toi. J'espère que ça a été riche en échange et en partage. Merci. Si tu avais une dernière phrase, un dernier conseil. Merci de me donner l'occasion, c'est génial. Ta rencontre, au-delà de ta rencontre, c'est une très belle expérience. Me donner cette opportunité, j'apprécie énormément de pouvoir discuter et pouvoir échanger. Un dernier conseil, on ne va pas tomber dans le général de soyez vous-même, mais on va dire simplement faites ce en quoi vous croyez, simplement. Et faites-le bien, et voilà, et soyez vous-même dans le sens où exprimez réellement votre personnalité, votre identité. C'est ce qui vous permettra de réussir. Merci Arnaud. Merci.